thématique aujourd'hui, c'est les projets d'investissement. C'est de savoir comment vous intervenez les uns et les autres sur cette question-là, des projets d'investissement par rapport aux entreprises. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Ronald, non, monsieur. Je suis désolé, c'est pas très poli. Donc je me présente, donc je suis Frédéric Nieto, moi j'interviens au niveau du Conseil général sur le champ du développement économique, donc qui est un champ qui est assez large au niveau de ma direction, puisqu'il intègre à la fois donc, le soutien à l'industrie, à l'artisanat, commerce, enseignement supérieur, agriculture, agroalimentaire, pêche, économie sociale et solidaire et tourisme. Donc voilà, le champ sur lequel j'interviens est quand même assez large. Donc je voulais juste vous faire part je dirais de la manière avec laquelle nous on a appréhendé le soutien aux entreprises au niveau du Conseil général. Puisque donc nous on est une collectivité je dirais qui intervient de manière interrogatoire par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire les conseils généraux, puisque les conseils généraux n'ont pas une vocation à agir en matière de développement économique. Mais il y a quelques départements en tout cas qui ont exprimé cette volonté-là, et donc ça a été le cas du département des Pyrénées-Atlantiques. Et donc en 2003, on a commencé à avoir donc la volonté d'être présent sur ce champ-là. Donc on est essentiellement intervenu sur des investissements qui étaient, on va dire, très capitalistiques, donc plutôt des investissements immobiliers. Et on s'est rendu compte assez rapidement que nos interventions, elles n'avaient pas forcément l'effet levier qu'on pouvait espérer, penser qu'elles auraient en fait. Donc, puisque je dirais que l'accompagnement d'investissement très capitalistique, c'est bien, parce qu'effectivement c'est une subvention qui va permettre d'alléger la charge que l'entreprise est amenée à supporter, mais on voulait réellement être prégnant dans les phases de développement un peu stratégique des entreprises qu'on accompagnait. Et donc on a assez rapidement pris l'initiative de mettre en place donc ce qu'on a appelé des contrats de sous-traitance aéronautique. Donc on a ciblé une filière en particulier qui était la filière aéronautique, vis-à-vis de laquelle on a essayé d'avoir une approche un peu plus large que le simple soutien à l'investissement, soit immobilier, soit matériel, en intervenant sur des champs plus immatériels, donc assez larges, donc qui allaient de l'organisation de la production au renforcement de l'encadrement, à soutien à l'innovation, à la mise en place de systèmes d'information. Donc des champs qui, de notre point de vue, effectivement, étaient en capacité de pouvoir être impactants sur l'évolution durable de l'entreprise. Donc on a tenté l'expérience au niveau de la filière aéronautique en 2006, et en fait on a eu un résultat qui a été extrêmement intéressant. D'abord en termes de pénétration au niveau de la filière, puisqu'on a accompagné donc plus d'une quarantaine d'entreprises sur la centaine qu'on avait ciblées. Donc c'était je dirais, un résultat qui allait au-delà de nos espérances en termes d'efficience. Mais surtout, on a pu constater un vrai résultat en termes de montée en compétences et d'évolution en termes de productivité pour l'entreprise qu'on accompagnait. Alors comment on l'a constaté ? On l'a constaté donc pas forcément de manière immédiate, puisque les effets liés à des approches de ce type-là s'opèrent pas forcément du jour au lendemain, mais on l'a constaté au travers à la fois des exigences qu'avaient exprimées les donneurs d'ordre vis-à-vis de ces acteurs-là, aussi bien donc l'un des plus gros d'entre eux qui est Airbus, qui avait mis en place à l'époque le plan Power 8, qui était effectivement qui demandait en tout cas de gros efforts de productivité aux sous-traitants de la filière. Et par la suite, par rapport donc aux exigences qu'ont eu les constructeurs aéronautiques, donc en termes d'évolution de cadence, puisque après la période, après le cycle en tout cas, au travers duquel donc la filière a été un peu impactée sur un plan de sa décroissance, on a eu à partir de 2011 donc une reprise de l'activité au niveau de la production aéronautique, qui a conduit effectivement les entreprises à devoir, changer de braquet en termes de production.
Et l'entreprise qu'on avait accompagnée donc, entre 2006 et 2010 ont été à la fois en capacité de répondre aux exigences des donneurs d'ordre, donc qu'elles soient donc en termes de gain de productivité ou en termes d'augmentation de cadence. Donc ça a été pour nous assez, je dirais assez rassurant de voir que finalement l'ensemble du tissu donc de la filière aéronautique qui avait été accompagnée dans cette démarche-là avait réellement réussi à franchir ce palier. Et de cette expérience-là, en fait, on en a tiré donc des leçons puisqu'on a élargi en fait les filières sur lesquelles on a mis en place ce type d'outils, donc ce type de contrat de développement, puisqu'on l'a donc on l'a élargi donc à la filière agroalimentaire, on l'a également élargi à la filière bois textile, bois ameublement construction et la filière textile habillement chaussures. Donc ils sont 4 filières sur lesquelles voilà, la décision avait été prise au niveau du Conseil général de mettre en œuvre une action un peu particulière. Alors j'ai peut-être une question piège par rapport à ça, c'est comment vous intégrez les conditions de travail, ou est-ce qu'il y a un critère conditions de travail par rapport à ces investissements lorsque vous accompagnez les entreprises? Il n'y a pas un critère spécifique conditions de travail. Par contre, on s'est rendu compte que dans le champ de l'organisation de la production, de plus en plus d'entreprises appréhendaient cette question-là dans la réflexion qui conduisait à notamment faire évoluer leur process productif. Donc on l'impose pas, clairement, mais par contre on voit qu'assez naturellement cette réflexion-là, en tout cas, elle n'est pas systématique, mais elle est de plus en plus, en tout cas, prise en compte au niveau des acteurs qui sont accompagnés. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au niveau de la filière agroalimentaire, donc on a eu un exemple qui a été évoqué ici, mais au niveau de la filière agroalimentaire, on voit clairement cette évolution-là s'opérer. C'est moins vrai pour l'aéronautique, mais pour l'agroalimentaire, on se rend compte aujourd'hui que on a pas mal d'entreprises qui comme chez Périlefrom, donc sont confrontées à des problèmes de TMS, et on se rend compte que, je dirais, les opérateurs donc, sont au cœur des réflexions qui sont conduites à l'échelle des directions pour faire évoluer donc, les process productifs et je dirais prendre en compte en tout cas leur réflexion ou leur vécu sur la chaîne de production, je dirais pour derrière conduire des investissements en termes d'organisation de production. D'accord, donc pas de critères pour l'instant, mais peut-être à venir par la suite. Au niveau du conseil régional, Bruno Lerner, est-ce que comment prenez-vous en compte justement ces conditions de travail dans les projets d'investissement et de manière générale, comment vous intervenez lorsqu'une entreprise vous demande comment vous pouvez m'accompagner sur tel ou tel projet? Alors c'est assez simple, et puis il y a des constats qui se font. Au-delà des critères permettant de définir l'opportunité, l'aide et le niveau de l'intervention, on liste un certain nombre de critères et on va parler de responsabilité sociétale des entreprises, au-delà du développement durable. Bon, ce sont des critères qu'on prend en compte, qui sont déclaratifs. Forcément, quand une entreprise remplit un dossier pour un projet, et je vais rentrer dans le détail, dans les grands axes de développement des projets souhaités, que la région souhaite accompagner, on instruit les dossiers en tenant compte de ces éléments-là. Pour autant, on n'est pas des spécialistes en ergonomie, c'est pour ça qu'on a bien plaisir à vous solliciter, que ce soit Xavier ou que ce soit Dominique, lorsqu'il y a des points qui nous semblent un petit peu sensibles et qui mériteraient une attention un peu particulière vis-à-vis d'une évolution stratégique d'entreprise où elle revoit probablement ses marchés, où les produits doivent évoluer, où il y a peut-être, c'est un peu sensible, un peu touchy, sur les relations sociales, et finalement on peut aller jusqu'à des choses très pragmatiques, très concrètes en atelier, organisation atelier, mais ça vous avez une grande expérience en la matière, vous êtes en mesure d'accompagner au cas par cas. Donc moi je pense que la meilleure façon de fonctionner, c'est de travailler dans ce mode partenarial. Voilà. Alors les thèmes sur lesquels la région agit en tant que chef de file en matière de développement économique, c'est assez large. Effectivement, par convention, le Conseil général gère la sphère de l'immobilier. On intervient en partenariat également avec le Conseil général sur les aides à l'innovation. Donc dans l'innovation, pour recentrer un peu le débat sur la soirée, c'est également l'innovation de procédés, donc l'organisation du travail pour la mise au point d'un procédé permettant d'optimiser une fabrication étant également au service
parties prenantes, comme on dit, et en particulier les salariés. Donc effectivement, on a vu, moi j'étais très intéressé par l'exemple de Pyrénées From, on a vu que finalement tout le monde y trouvait son compte lorsqu'on réaménageait un atelier. Ce que je trouve aujourd'hui comme limite à l'exercice, c'est qu'il n'est pas certain que systématiquement, lors des demandes d'aide à l'investissement matériel, les fournisseurs aient cette réflexion stratégique où ils la proposent en amont. Ce n'est pas forcément leur intérêt premier. Ça mérite peut-être de poser la question à certains industriels qui sont présents dans la salle, comment les fournisseurs intègrent le facteur humain lorsqu'ils vous font une proposition d'une machine productive ou d'organisation d'un atelier. C'est peut-être un petit peu les limites en amont. Pour autant, effectivement, sur une entreprise existante avec un atelier existant optimisé, nous on accompagne tout ce qui est par l'aide au conseil, par exemple, on prend en charge 50% du montant d'une aide au conseil, tout ce qu'on appelle, par exemple, du lean management, toutes ces choses-là, qui permettent d'intégrer, bien évidemment, le 5S, le facteur humain, au service d'une conjonction d'intérêts économiques et de santé au travail, de motivation. Voilà un petit peu les champs d'intervention. D'accord, merci. Donc, Madame Mila Berry, je vais vous poser les mêmes questions. Alors, je sais que au niveau de la CARSAT, il y a effectivement des aides financières, comme au Conseil régional, au Conseil général, mais il y a également du conseil, puisque vous intervenez auprès des entreprises. Voilà, si vous pouvez un peu, par rapport à ces deux aspects, à la fois le côté aide financière et le côté conseil, nous dire voilà, comment vous intervenez dans les entreprises. Tout à fait, oui. Donc à la CARSAT, effectivement, nous sommes assureurs obligatoires des entreprises du régime général. En tant qu'assureur, nous avons bien sûr un service prévention des risques. Notre mission en général, c'est de conseiller, d'accompagner les entreprises dans la prévention des risques professionnels, quels qu'ils soient. Donc nous pouvons faire du conseil à la fois à la conception, du conseil ponctuel sur des risques présents dans une entreprise, ou du conseil pour des modifications de lignes par exemple. Donc on a donc à la CARSAT des compétences, une personne qui est compétente sur la conception des lieux de travail, on a un ergonome qui peut intervenir. On a également un psychologue du travail qui peut intervenir dans le cadre de projets comme ça. Et on a également deux laboratoires, un laboratoire de mesures physiques et de mesures chimiques, eux qui vont axer leurs interventions sur c'est-à-dire l'analyse de la situation réelle de travail, et donc faire des préconisations pour que la situation future permette de supprimer le risque ou de le limiter au minimum. J'ai juste, excusez-moi, je vous coupe, parce que pour peut-être les entreprises qui sont dans la salle, si on veut faire appel à vous justement si on veut demander à l'ergonome d'intervenir ou au psychologue du travail ou aller vers les laboratoires de mesure, comment ça se passe? Est-ce que, parce que bon, je vois qu'il y a d'autres acteurs ici de services de santé au travail, ou pour faire intervenir les IPRP, donc les intervenants en prévention des risques professionnels, il faut passer par le médecin du travail. Est-ce que chez vous, il faut passer par le contrôleur? Tout à fait, oui. Oui, il faut passer effectivement par le contrôleur de sécurité. Il y en a 3 sur le secteur du Pays Basque, en fonction des activités. On intervient également à la demande des services santé au travail. Notre laboratoire de chimie peut intervenir à la demande des médecins et ou des IPRP qui peuvent qui ont des interventions en entreprise. Mais effectivement, ça passe en général par le contrôleur sécurité. Maintenant, voilà, ça peut avoir d'autres. Enfin, on a une ouverture sur notre site CARSAT. Une entreprise peut écrire sur le site à la CARSAT demandant une intervention. Donc c'est pas très limitatif. Voilà. Donc au niveau du conseil, voilà nos modes d'intervention. Donc on peut intervenir à la demande d'entreprise. On intervient également lorsqu'on a connaissance de projets particuliers, notamment lorsque cela répond à des orientations qui nous sont définies par la Caisse nationale d'assurance maladie ou par notre conseil d'administration de la CARSAT. On agit sous des orientations qui se terminent là d'ailleurs. On va redémarrer une période de 4 ans. Donc ces orientations ont fait qu'ils ciblent les entreprises où la sinistralité est la plus importante. Concernant les incitations financières, donc là on a 2 modes, on va dire,
d'aides possibles sur des projets d'investissement. On a ce qu'on appelle des contrats de prévention. Ces contrats de prévention pouvant être signés avec des entreprises qui font partie d'une activité pour lesquelles au moins une organisation professionnelle a signé une convention nationale d'objectifs avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Aujourd'hui, il y a une soixantaine, je crois, de conventions nationales d'objectifs qui couvrent un certain nombre de numéros de risque. Nous, on travaille par numéro de risque. Donc, à partir du moment où il y a cette convention nationale d'objectifs et que l'entreprise fait partie du numéro de risque inclus dans cette convention, on peut signer un contrat de prévention. Un contrat de prévention, on fait, je dirais, à l'opposé des aides financières dont je vous parlais tout à l'heure, nécessite une démarche globale en entreprise. C'est-à-dire qu'on va avec l'entreprise faire une évaluation des risques de manière assez globale dans l'entreprise et on va l'aider à travailler principalement sur les risques les plus importants. En se basant sur les accords qui ont été signés entre l'organisation professionnelle et la Caisse nationale d'assurance maladie qui nous orientent fortement. Forcément, dans un établissement comme l'AEHM, on va travailler prioritairement sur la réduction des TMS et sur la pénibilité au travail, pour prendre cet exemple. Donc voilà, contrat de prévention, ça s'applique aux entreprises de moins de 200 salariés. Ensuite, on a ce qu'on appelle les aides financières simplifiées. Donc là, ce sont des aides qui sont soit nationales, soit régionales, c'est-à-dire soit nationales qui s'appliquent partout en France, soit régionales qui sont décidées par les conseils d'administration des CARSAT. Donc là, ces aides ciblent les entreprises de moins de 50 salariés sur des investissements, on va dire, assez ponctuels. Là, on est dans la période, ça se termine, là, mais pour vous donner des exemples, on avait une aide financière pour accompagner les pressings à changer leurs machines au perchloroéthylène par des machines à l'eau. On avait une aide financière sur l'accompagnement d'entreprise pour investir dans des moyens de manutention, pour supprimer les manutentions manuelles. On avait une aide pour accompagner une entreprise qui souhaitait faire une étude ergonomique. On en avait une dizaine comme ça d'aides, mais c'est à l'inverse de contrat de prévention qui permet de couvrir l'ensemble des risques de l'entreprise. Là, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement ponctuel. L'aide ne peut pas dépasser 25 000 € pour l'entreprise. Et on est sur des pourcentages qui peuvent aller jusqu'à 70%. Lorsqu'on est d'un accompagnement de conseil, on est à 70%. Et lorsqu'on est d'un investissement matériel, on est entre 30 et 50% d'aide. Et pour les contrats de prévention, on est sur des taux qui vont de 10 à 70%. On va dire que plus l'investissement est productif, moins on va aider. Plus l'investissement est réalisé uniquement pour améliorer les conditions de travail, plus on va aider. Voilà, donc un petit chiffre quand même, 900 000 € d'aide sur les contrats de prévention en 2012 et 800 000 sur des aides financières simplifiées en 2012 également. D'accord, merci. Donc, Madame Barada. Dominique, ça suffit. Voilà, par rapport à la même question. Je vais compléter donc ce qui a été dit tout à l'heure. Le meilleur exemple était effectivement les deux entreprises qui ont témoigné pour parler de nos actions. Donc on a des actions, je dirais, individuelles dans les entreprises d'accompagnement. On intervient à la demande du chef d'entreprise. Et là, on va accompagner l'entreprise, je dirais. Alors, on a vu deux modèles d'accompagnement, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est plutôt là pour mettre notre jargon, c'est la mise en mouvement autour des questions du travail. C'est-à-dire, on va aider l'entreprise à mettre en place une démarche où la question du travail et la question du facteur humain, ou l'innovation sociale, puisqu'aujourd'hui on parle plutôt d'innovation sociale, cette question-là sera peut-être au même niveau que toutes les autres dimensions économiques et de celles qu'on a vues, marché, etc. Donc nous, c'est ça, notre rôle. Alors après, on a plein de manières et plein de modes d'action, chacun en plus a son style, je dirais. Voilà, donc, mais notre action, c'est vraiment sur les investissements, d'aller s'interroger
et d'aller réinterroger les directions sur leur capacité à intégrer et à enrichir dans leur réflexion sur les investissements cette question du facteur humain, de façon à ce que quand les investissements seront réalisés, on parlera un peu plus d'utilisation plus que de fonctionnement de machines. Parce que malheureusement, aujourd'hui, alors ça a été plus ou moins dit, mais on a tendance effectivement à déléguer auprès d'un technicien, d'un expert, d'un fournisseur, je dirais, déléguer sa demande. Donc lui, on demandait à un ingénieur de faire une machine, il va vous faire une machine qui fonctionne. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ingénieurs dans la salle, c'est pas bien. Mais peut-être que nous, on va l'aider à aller un peu plus sur l'utilisation de la machine. C'est-à-dire qu'on va compléter les cahiers des charges, et notamment en amont, pour essayer de... Alors ça, c'est l'accompagnement, je dirais, individuel. Et puis, effectivement, alors ça, c'est... Bruno l'a dit tout à l'heure, de plus en plus, on travaille effectivement le conseil régional pour quand il le pense et quand il y a des gros investissements, où il pense qu'effectivement, cette question d'innovation sociale a été un peu sous-estimée, on va, à leur demande, accompagner une entreprise et essayer de voir de quelle manière on va pouvoir les aider à structurer un projet autour de ces questions-là. Et puis, le deuxième mode d'action, c'est effectivement, on est en capacité aussi de mettre en place des actions collectives, c'est-à-dire qu'à la demande, là aussi, alors c'est soit une demande sociale, soit c'est une demande de service de médecine du travail, soit c'est une demande de la prévention, enfin, tous les acteurs, je dirais, qui sont plus près que nous de l'entreprise, vont se dire à un moment donné, tiens, ou l'État, va dire, tiens, il y a un secteur sur lequel on voudrait s'interroger, ou alors une taille d'entreprise. Et là, on est en capacité, effectivement, d'aller monter des projets collectifs où la question de l'investissement sera au centre, en lien, je dirais, avec toutes les questions de santé qu'on traite habituellement. Aujourd'hui, nous, on a en cours, je dirais, sur le feu, entre guillemets, un projet à monter sur les fonderies, avec la question de l'investissement, mais de la pénibilité associée. On a une autre problématique de filière qui nous a été effectivement, qui émane du conseil régional, sur la filière cuir-chaussures. Ça vous concerne puisque c'est dans le département. Et où cette question-là va être associée avec l'attractivité des métiers. Et puis peut-être effectivement la pénibilité. Donc on va être aussi en capacité, suivant notre... Enfin, à l'ARACT quand même, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est qu'on est là pour intervenir, on ne peut pas intervenir pour intervenir. On est là pour intervenir pour capitaliser la méthodologie et pouvoir le transférer par la suite. Et puis après, on a aussi une fonction pour les investissements, de faire des soirées comme ce soir, où on est là aussi pour faire en sorte que l'ensemble des partenaires qui travaillent sur ces questions-là puissent pouvoir participer. Pareil, je finis. Simplement, nous sommes, depuis 2 ou 3 ans, l'ANACT, puisque je fais partie du réseau, a pris en charge ce qu'on appelle le FACT, le Fonds d'amélioration des conditions de travail, qui est un fonds, qui est une aide financière, une subvention, qui peut être donnée aux entreprises dans le cadre justement de projets de ce type-là, d'amélioration et d'investissement, et va jusqu'à financer le consultant jusqu'à 15 000 euros. Voilà. Ce qui peut permettre quand même déjà d'enclencher des choses et de venir soit en complément de choses qui sont déjà faites par la CARSAT, par le conseil régional, par des organismes de formation, voire par la GFIP aussi, puisque c'est la question du maintien de l'emploi dans l'investissement, c'est aussi intéressant d'y travailler. Voilà, on va essayer, nous, de faire en sorte d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble de ces partenaires pour aider l'entreprise à s'y retrouver un peu et de coordonner un peu ses actions autour de ces questions-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a quelques questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en recherche de financement? C'est pour nos amis des collectivités territoriales. Je comprends dans votre discours qu'aujourd'hui, s'il y a des conditionnalités aux aides, elles ne sont pas de nature conditions de travail. Elles peuvent être de nature emploi. J'imagine que dans les conventions que vous passez avec les entreprises, il y a, je pense, de plus en plus la place de l'emploi est importante. Mais quand on parle de développement durable, il ne faut pas oublier les personnels au travail. Il n'y a pas que les chômeurs. Et la question c'est, vous ne le faites pas aujourd'hui, mais quelle est votre réflexion sur les éco-conditionnalités des aides? Et est-ce que les conditions de travail pourraient faire partie de celles-ci? Au titre du conseil général, je laisserai Frédéric donner ces éléments. Pour la région, il y a effectivement une antériorité en termes d'aide à la formation, où là, le facteur humain,
entre guillemets, formation oblige, est pris en amont. Donc mes collègues du domaine de la formation ont déjà bien pris en amont, en collaboration d'ailleurs avec l'ARACT, ce facteur-là. Pour ce qui est de la direction de l'industrie, alors l'orientation de nos aides, elle va, je dirais de manière prioritaire, sur les aides à l'exportation, les aides à l'innovation. Il va de soi que la conditionnalité des aides, c'est également de voir en quoi une innovation de procédé inclut une optimisation de l'ergonomie, bien évidemment. Donc c'est peut-être exprimé de manière sous-jacente, mais néanmoins, ça me paraît une préoccupation naturelle pour un chef d'entreprise. Je voudrais citer un exemple d'une entreprise du Pays Basque chez qui j'étais dans la matinée, où il y a eu un changement de gérant. Et finalement, le témoignage était assez intéressant. C'est une entreprise qu'on suit depuis un certain nombre d'années. Et on avait toujours quelques difficultés à établir avec la précédente direction des relations de travail, je dirais, simples et efficaces. Les nouveaux gérants sont là depuis quelques mois. Et finalement, en discutant avec eux, je me suis rendu compte qu'ils ont pu échanger avec le personnel, qui leur a dit, ex abrupto, pendant 10 ans, on ne nous a jamais demandé notre avis. Comme par hasard, cette boîte, qui n'est pas une boîte qui a des idées plus originales que d'autres, elle crée de l'emploi, elle développe les compétences de ses opérateurs, elle s'organise en interne. Donc on voit bien que dans le plan de développement d'une direction qui a un discours et une capacité participative avec ses équipes, il n'y a peut-être pas de club, enfin de comité d'ergonomie, mais néanmoins il y a plus de discussions que ça n'a été avec les salariés pendant une dizaine d'années. On se rend compte qu'il y a des réels progrès. Et ça, pour moi, même si cette entreprise a déjà notoirement été aidée par la région, c'est un facteur clé que je mets dans l'instruction du dossier pour justifier d'accompagner les nouvelles demandes de l'entreprise. Donc, un peu comme M. Jourdain, j'ai certaines lignes directrices en tête, elles ne sont pas toutes formalisées, pour autant, je fais en sorte, dans ma pratique quotidienne, de les mettre en œuvre parce que finalement, on se rend compte que l'entreprise, elle réussit en mettant l'humain au centre de ses préoccupations et pas la machine qui, de toute façon, sauf erreur d'appréciation de ma part, ne décide pas de tout. Ouais, alors pour répondre à la question de François Pellerin, au niveau du Conseil général, donc, cette question d'éco-conditionnalité, elle a été posée. On n'a pas forcément été convaincus du fait que ça soit le meilleur moyen pour faire en sorte que les entreprises appréhendent les choses de manière différente, quoi. Donc nous, on a plutôt fait le choix d'aller sur plutôt l'éco-incitation, c'est-à-dire qu'on a mis en place, nous, des dispositifs justement qui permettent à l'entreprise d'être accompagnée sur des champs qui vont bien au-delà du simple investissement productif. Donc, après, c'est clair que sur le terrain, on est amené à faire un peu de prosélytisme autour de notre dispositif. Et l'idée étant effectivement de faire en sorte que le chef d'entreprise il prenne un peu de recul par rapport à sa décision d'investissement et qu'il s'oriente vers une approche un peu plus globale qui le conduise notamment à réfléchir à l'évolution de son process productif. C'est pas toujours facile, hein, donc on n'a pas forcément toujours des démarches qui sont couronnées de succès, mais on a plutôt privilégié cette approche-là, plutôt que de dire voilà, si votre investissement n'est pas appréhendé de telle manière, vous ne serez pas accompagné. Alors je ne sais pas si c'est forcément la bonne approche, mais en tout cas c'est celle que nous on a retenue. Et on est plutôt quand même satisfait des résultats qu'on obtient. Alors, certes, il y a encore une marge de progrès, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on sent aujourd'hui que l'homme revient réellement au centre des préoccupations quand il y a des décisions d'investissement qui s'opèrent. Enfin, moi, je le vois au travers des échanges que je peux avoir avec les chefs d'entreprise qu'on est amené à accompagner. Je pense que l'approche a vraiment évolué au niveau des entreprises, quoi. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais du terrain sur le territoire. J'ai vraiment le sentiment que les choses évoluent, quoi. Donc, je pense que c'est aussi le travail que font un certain nombre de gens qui sont aussi autour de la table
qui font évoluer les pratiques et les pensées. Mais je pense que ça va plutôt dans le bon sens et passer sur la question de l'éco-conditionnalité, à mon avis, c'est pas forcément essentiel. Mais une alternative à l'éco-conditionnalité, c'est sur les thématiques dont on parle, quand il s'agit d'intervenir dans les entreprises, de les aider à investir dans les conditions de travail. Vous pouvez peut-être, par exemple, pour les inciter, aller au maximum du taux d'intervention. Oui. Ce qui peut ne pas être le cas sur d'autres thématiques. Tu vois ce que je veux dire? Une des façons d'inciter, c'est aussi ça. Oui. Effectivement. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement l'entreprise se pose des questions. Alors après, on n'ira pas jusqu'à... parce qu'après, si tu veux, la définition du montant du taux d'intervention sur un projet d'investissement, il est dépendant d'un grand nombre de critères, si tu veux. Donc, forcément, ça va être pris en compte, et Bruno l'a dit tout à l'heure, c'est un élément qui mettra dans des éléments positifs liés à la démarche d'instruction qui va opérer, mais c'est pas le seul élément, quoi. Donc, nous, c'est plutôt au travers du discours et de la relation qu'on va avoir avec le chef d'entreprise qu'on va essayer de faire passer les messages. C'est pas forcément au travers de démarches trop coercitives. Alors, je te dois, François, quand même un peu de franchise en la matière. On a essayé de mettre en place une grille d'évaluation sérialisée avec 6 critères. Et finalement, au sein de la direction, on est une vingtaine à s'être penchés sur le sujet. Chacun avait sa subjectivité dans l'évaluation d'un dossier. Donc on est dans des itérations permanentes, régulièrement, chaque mois, pour voir comment les dossiers sont instruits. Et finalement, le taux, c'est une bonne idée, et en même temps, je vais être un peu plus provocateur dans ma réponse, on s'en fout, quoi. Ce qui est important, c'est ce que l'entreprise va avoir, si elle arrive à boucler son plan de financement, si elle a des démarches qui nous paraissent porteuses de sens, si quelque part elle est dans une logique où elle va créer de l'emploi, où les gens vont avoir un peu plus la voix au chapitre dans la force de proposition, et ça, tout le monde qui est ici présent, je pense, le comprend. Quand vous faites une visite d'entreprise, vous le sentez assez rapidement, l'atmosphère qu'il y a dans l'entreprise. Vous voyez les affichages, vous voyez s'il s'agit de papier peint fraîchement posé parce qu'il y a une audite pas loin, ou s'il y a vraiment quelque chose qui est dans la nature, dans la culture de l'entreprise. Après, administrativement, qu'on applique une assiette, qu'on la gonfle, le taux, qu'on le minore, qu'on l'augmente, peu importe. On essaie de se mettre d'accord sur un symbole, sur une vision un petit peu significative, signifiante d'une aide pour aider l'entreprise à accélérer et passer un cap. On est un peu quelque part intrusif, puisque on se dit on met le pied dans la porte de l'entreprise et on va lui dire ce qu'il doit faire. Bon, les qui, nous, on n'a pas ce droit, on est simple financeur institutionnel, collectivité, associé facilement à des fonctionnaires qui n'y connaissent rien aux préoccupations des entrepreneurs. Pour autant, moi je fais partie de ceux qui sont passés par le privé, je considère important de pouvoir éclairer le chef d'entreprise sur un retour d'expérience que l'on a, pour le conforter dans ses réflexions, pour pouvoir l'accompagner également dans les idées qu'il a, et faire en sorte qu'elles puissent être les plus opportunes possibles. Et puis, comme le dit Alain Rousset, on se donne le droit à l'erreur. Bon, pas de manière récurrente et systématique, mais il faut prendre des risques sur les dossiers d'innovation, c'est les dossiers à prise de risque. Je te propose qu'on reste sur les mots d'Alain Rousset, justement pour terminer cette soirée, puisque bon, les grilles les portes vont fermer à 20h. Et là, on vous invite à venir prendre un petit apéritif pour continuer à échanger sur les projets d'investissement avant de rester enfermés. Voilà, donc merci à